Bonjour, aujourd'hui on va parler d'analyse statique de requêtes, qui est une manière de faire de l'optimisation de requêtes globale, pas spécifique à une base de données. On va définir la notion d'inclusion et d'équivalence de requêtes, on va parler de minimalité de requêtes, et en utilisant ces notions, on va définir ce qu'on appelle l'analyse statique de requêtes et l'optimisation globale. On va voir en détail le cas des requêtes conjonctives et on parlera un petit peu de ce qui se passe pour le calcul relationnel, c'est-à-dire l'ensemble des opérateurs de l'algèbre relationnelle. Donc, le but de l'optimisation de requêtes, c'est d'évaluer de manière plus efficace une requête en, étant donné une requête et une base de données, trouvant une requête qui est équivalente à la requête Q sur la base de données D, mais qui soit plus rapide à exécuter sur D. Donc il y a plusieurs approches différentes de l'optimisation de requêtes, et ce dont on va parler cette semaine, c'est du cas de l'optimisation globale, de l'analyse statique, où on prend pour le langage de requête Q le calcul relationnel ou un des fragments du calcul relationnel, et on essaie de faire l'optimisation indépendamment de la base de données. Donc on ne va pas regarder du tout sur quelle base de données on va exécuter les requêtes. C'est pour ça qu'on parle d'analyse statique par opposition à analyse dynamique où on regarderait une base de données fixée. Dans une séance prochaine, on parlera des techniques plus traditionnelles d'optimisation de requêtes où Q, ça va être l'ensemble des plans d'exécution de requêtes, qui va être une spécialisation de l'algèbre relationnelle où on va choisir des implémentations de chacun des opérateurs de l'algèbre relationnelle. Et là, on va regarder la base de données D, on va utiliser des statistiques sur la base de données D. Mais ce n'est pas ce dont on va traiter dans ce cours-ci. Dans ce cours, on va parler d'analyse statique. Donc on va considérer des techniques d'analyse statique qui vont être des techniques globales, c'est-à-dire qu'on va considérer la requête dans sa totalité. On ne va pas essayer d'avoir une approche où on regarde des sous-parties de la requête qu'on essaie d'optimiser indépendamment. On regarde la requête dans son ensemble. Donc pour ça, on a besoin de définir la notion d'équivalence, puisqu'on a dit on va chercher une requête équivalente, mais qui soit plus efficace. Et on a aussi besoin de définir une notion d'efficacité, qui dans ce cours va être une notion de minimalité. Donc la notion d'équivalence, c'est très simple à définir. On dit que deux requêtes Q et Q' sont équivalentes si pour toute base de données, le résultat donné par la requête Q sur cette base de données est identique au résultat donné par la requête Q'. Et puis la notion de minimalité, ça va être une notion qui va être plus difficile à définir pour un langage de requête arbitraire, donc on va la définir spécialement, par exemple tout à l'heure, pour les requêtes conjonctives. Et donc là, pour la minimalité, on veut une requête Q' qui soit la meilleure requête équivalente à Q, qui soit la plus petite dans un certain sens, qu'on va définir. Alors j'ai aussi besoin de la notion d'inclusion qui va être un composant de base pour raisonner sur l'équivalence. On dit qu'une requête Q est incluse dans une requête Q', et on va noter ça avec ce symbole d'inclusion carré, donc Q inclus dans Q', si pour toute base de données D, l'ensemble des résultats de la requête Q sur D est inclus dans l'ensemble des résultats de la requête Q' sur D. Il y a un cas particulier qui est le cas des requêtes booléennes, c'est-à-dire les requêtes qui ne renvoient pas de valeur, qui renvoient juste vrai ou faux. Dans ce cas-là, pour une requête booléenne, on dit qu'une requête Q est incluse dans une requête Q', si pour toutes les bases de données où Q est vrai, alors Q' est également vrai. Mais c'est la même définition, c'est juste une spécialisation de cette définition au cas où Q renvoie juste vrai ou faux. Et donc cette notion d'équivalence, elle est évidemment très proche de la notion cette notion d'inclusion, elle est évidemment très proche de la notion d'équivalence, puisqu'on voit immédiatement que deux requêtes sont équivalentes s'il y a inclusion dans les deux sens. C'est vraiment immédiat, puisqu'on avait défini l'équivalence comme pour toute base de données, on a Q de D qui est égal à Q' de D. Et bien ici, pour toute base de données, on a à la fois Q de D est inclus dans Q' de D et Q' de D est inclus dans Q de D. Donc la notion d'inclusion et celle d'équivalence sont reliées de manière très proche, et en fait ça va souvent être plus pratique de raisonner sur l'inclusion et d'en déduire des conséquences pour l'équivalence. Bien, donc après ces préliminaires, on va s'intéresser au cas
particulier des requêtes conjonctives, pour lesquelles il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur l'inclusion et l'équivalence de requêtes. Et puis ensuite, on parlera un petit peu du calcul relationnel. Donc, on prend le cas des requêtes conjonctives. Donc, on considère des requêtes conjonctives qui ont cette forme-là. Le corps de la requête conjonctive, c'est une conjonction d'atomes. On a certaines variables qui sont existentiellement quantifiées et d'autres variables qui sont exportées comme variables de sortie de la requête. Et évidemment, les variables qui sont utilisées dans les atomes, là les Z et I, sont soit les variables existentiellement quantifiées, soit les variables qui sont exportées. On va dans la quasi-totalité de ce cours considérer la sémantique ensembliste, c'est-à-dire que pour toute base de données D, le résultat de la requête Q sur la base de données D, c'est un ensemble fini de tuples. Et puis on suppose aussi que la base de données D est elle-même un ensemble fini de tuples. C'est pas tout à fait le cas qui est traité par les systèmes de gestion de base de données classiques, dans lequel on a une sémantique multi-ensembliste, et on verra que dans ce cas particulier de l'analyse statique de requêtes, la sémantique ensembliste ou multi-ensembliste, le choix d'une sémantique implique une très grande différence sur les résultats, et donc on en parlera brièvement, mais la plupart des résultats que je vais présenter ne sont valables que en sémantique ensembliste. Donc la sémantique ensembliste, ça correspond essentiellement à des requêtes où on impose d'avoir le mot-clé distinct en SQL, select distinct from where. Requêtes conjonctives, c'est-à-dire qu'on a des requêtes select from where sans utiliser d'autres opérateurs. En particulier, on n'a pas d'opérateur d'union, par exemple, puisqu'on interdit l'utilisation de la disjonction. Et puis sans fonction SQL, sans agrégation, sans fonction définie par l'utilisateur, etc. Donc c'est les requêtes, le fragment le plus simple qu'on peut imaginer de SQL, où on s'autorise les jointures, évidemment, les jointures sont toujours là, les sélections sont toujours là, les projections sont toujours là, le renommage, si on veut, mais pas l'union, pas la différence, pas l'agrégation, pas de récursion, etc. Et donc un point important que je redis, c'est si on regarde la manière dont ces requêtes s'expriment en SQL, ça va être des requêtes qui sont toutes avec select distinct, puisqu'on est en sémantique ensembliste. Donc on se donne des requêtes conjonctives, et notre but c'est d'essayer d'optimiser globalement une requête conjonctive, étant donné une requête conjonctive, trouver une meilleure requête conjonctive qui est équivalente. Alors, on va introduire la notion d'homomorphisme de requête, qui va être une notion qui va être très importante pour les définitions d'inclusion et pour les résultats sur l'inclusion et l'équivalence de requêtes conjonctives. Alors, un homomorphisme d'une requête conjonctive Q dans une requête conjonctive Q', ça va être une fonction des variables de la première requête vers les variables de la deuxième requête, et cette fonction doit satisfaire un certain nombre de conditions. Premièrement, les variables de sortie sont préservées. Donc la fonction envoie les variables de sortie de la première requête et les variables de sortie de la deuxième requête. Et deuxièmement, pour tout atome du corps de la requête, on va pouvoir trouver un atome du corps de la requête Q', tel que cet atome de Q est envoyé vers cet atome de Q' par l'homomorphisme phi. Donc les variables, le nom de relation est le même, et les variables sont transférées des variables de Q vers les variables Q' de l'atome considéré. Par ailleurs, on dit qu'un homomorphisme est un isomorphisme s'il est bijectif et que sa réciproque est un homomorphisme. Le caractère bijectif ne suffit pas, il faut aussi la deuxième condition, que la réciproque d'un isomorphisme doit être un homomorphisme également. Bien. Et puis on va introduire la notion d'instance associée à une requête. C'est-à-dire qu'étant donné une requête conjonctive, on va pouvoir construire une base de données, une instance de base de données, qui va essentiellement encoder la requête conjonctive. Donc si je me donne une requête conjonctive, je peux construire une instance associée à cette requête conjonctive, dans lequel, en fait, qui va encoder le corps de la requête conjonctive. La tête, la sortie de la requête conjonctive n'est pas considérée. Dans lequel l'ensemble des constantes utilisées
c'est ce qu'on appelle le domaine actif de la base de données. Donc le domaine actif, c'est l'ensemble des constantes qui apparaissent dans la base de données. L'ensemble des constantes utilisées, ça va être des constantes de la forme AZ, où Z, c'est une des variables utilisées dans la requête Q. Donc pour chaque variable de la requête Q, on introduit une nouvelle constante, et pour la variable X, on l'appelle AX. Et ça va être ces constantes qui vont être utilisées pour construire l'instance associée à Q. Et puis les faits dans cette base de données, dans cette instance associée à Q, c'est l'ensemble des tuples de la forme R de AZI1, AZIK pour chaque R de ZI1, ZIK qui est un atome de Q. Ok, donc maintenant on a introduit tout ce dont on a besoin, la notion d'homomorphisme et la notion d'instance associée à une requête, pour parler de nos premiers résultats sur les homomorphismes qui vont ensuite nous conduire à des résultats sur l'inclusion et l'équivalence de requêtes, qui va être une manière de réaliser un test d'homomorphisme, d'avoir une manière simple de décider si une requête a un homomorphisme vers une autre requête. Donc je vous donne deux requêtes conjonctives, Q et Q'. Je suppose que ces deux requêtes ont la même arité, c'est-à-dire que l'arité de X et X', les deux ensembles de variables de tête sont les mêmes. Et pour X', je l'écris X'1, X''J. Eh bien, cette première observation, c'est qu'il existe un homomorphisme de Q dans Q', si et seulement si, quand j'évalue Q sur l'instance associée à la requête Q', j'obtiens exactement un encodage du tuple de sortie de la requête Q', c'est-à-dire pour chacune des variables X'1, X''J, j'ai la constante AX'1, AX''J dans le résultat de l'évaluation de la requête Q sur l'instance associée à la requête Q'. Donc ça veut dire que avec ce résultat, je suis capable de tester l'existence d'un homomorphisme d'une requête dans une autre requête, juste en faisant de l'évaluation de requête. Je construis à partir de la requête Q' mon instance IQ', et ensuite j'évalue la requête Q sur l'instance IQ'. Alors attention, il y a une inversion dans ce résultat, c'est-à-dire que je caractérise un homomorphisme de Q vers Q' en évaluant la requête Q sur une instance associée à Q'. On pourrait penser que c'est dans l'autre sens, mais non, c'est dans ce sens-là. Là, on va prouver ça. C'est un si et seulement si, donc il y a deux parties. On va commencer par montrer que la partie droite implique la partie gauche. Donc supposons que quand on évalue la requête Q sur l'instance associée à Q', dans le résultat, il va y avoir AX'1, AX''J ou X'1, X''J, c'est l'ensemble des variables de sortie de Q'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un tuple de constantes dans le résultat de l'évaluation de la requête Q sur l'instance associée à Q'? Ça veut dire qu'il existe un mapping des variables, une fonction des variables de la requête Q, donc les variables de X et de Y, vers les constantes de ma base de données, IQ', donc l'ensemble des constantes de la forme AZ pour Z dans X' ou Y'. Et ce mapping doit vérifier, il doit envoyer la requête, les variables de sortie X vers AX'1, AX''J, et pour tous les tuples qu'il y avait pour tous les atomes qu'il y avait dans la requête Q, on doit envoyer cet atome vers un fait de l'instance IQ'. Donc ça traduit exactement le fait qu'on a un résultat de la requête Q sur l'instance IQ' qui est AX'1, AX''J. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, maintenant, on va définir une fonction qui a aux constantes de la base de données, les constantes de la forme AZ, associe des variables de X' juste en enlevant le A. Donc la f de AZ, ça vaut juste la variable Z à partir de laquelle on a construit AZ.
Et bien maintenant, si je regarde ce que fait la fonction f rompsi, donc f rompsi c'est quoi? C'est une fonction qui, comme si, prend en entrée une variable de q, et comme f, renvoie en sortie une variable de q'. Donc frompsi, c'est une fonction des variables de q vers les variables de q', et en fait frompsi, c'est un homomorphisme de q dans q'. Si on regarde ce qu'on peut dire sur frompsi, frompsi de x, c'est x', donc ça c'est une des deux conditions qu'on a pour les homomorphismes. Et la deuxième condition, frompsi d'un atome de la requête Q, c'est un atome de la requête Q', donc c'est la deuxième condition dont on avait besoin. Donc effectivement, on a montré que si on avait AX'1 et AX''J qui étaient un des résultats de la requête Q sur l'instance Q', alors il existait un homomorphisme qu'on peut construire facilement de Q dans Q'. Regardons maintenant l'autre côté, l'autre direction de la preuve. Supposons qu'il existe un homomorphisme de la requête Q vers la requête Q'. Et donc, c'est la définition d'un homomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une fonction des variables de Q vers les variables de Q', qui vérifie un certain nombre de choses, qui envoie les variables en tête de Q vers les variables en tête de Q', et qui envoie les atomes de Q vers chaque atome de Q est envoyé vers un des atomes de Q'. Maintenant, il suffit de définir une fonction f' qui est la fonction inverse de la fonction f que j'avais définie dans l'autre cas, c'est-à-dire qu'à une variable, j'associe sa constante à z. Et maintenant, si je regarde f' rond phi, c'est une fonction des variables de la requête Q vers les constantes de mon instance iq', et c'est une fonction qui témoigne que le tuple AX'1, AX''J est dans les résultats de la requête Q sur l'instance iq'. Voilà, donc on a terminé la démonstration, et donc ce test d'homomorphisme nous permet de déterminer s'il existe un homomorphisme d'une requête dans une autre, juste en faisant une évaluation de requête. Donc c'est assez pratique. Maintenant, on va passer au résultat qui relie la notion d'inclusion de requête et la notion d'homomorphisme. Donc ce résultat est donné par le théorème d'homomorphisme, qui est un théorème qui est dû à un papier de Chandra et Merlin à la fin des années 70, pardon. Donc là, on se donne deux requêtes conjonctives, et ce théorème dit que on a inclusion de la requête Q dans la requête Q', si et seulement si il existe un homomorphisme de Q' dans Q. Donc là encore, faire attention à l'ordre. On a une inclusion de Q dans Q', si et seulement si il existe un homomorphisme de Q' dans Q, pas de Q dans Q'. Donc il y a une inversion ici aussi. Ça c'est intéressant parce que si on combine ce résultat-là avec le test d'homomorphisme qu'on a vu juste avant, ça veut dire que pour déterminer si une requête est incluse dans une autre, on va pouvoir le faire simplement en faisant de l'évaluation de requête. Alors comment est-ce qu'on montre ce résultat? Bien, c'est assez direct. C'est un si et seulement si, il y a deux parties. On va regarder la partie droite implique gauche d'abord. Donc on va supposer qu'il existe un homomorphisme de Q' dans Q. Donc je l'appelle H, cet homomorphisme. Et maintenant je veux montrer que Q est inclus dans Q', c'est-à-dire que pour toute base de données, l'évaluation de Q sur cette base de données donne quelque chose qui est inclus dans l'évaluation de Q' sur cette base de données. Donc je me donne une base de données arbitraire, et j'appelle A son domaine actif. Je vous rappelle que le domaine actif, c'est l'ensemble des constantes qui apparaissent dans une base de données, dans une instance de base de données. Et maintenant, je prends un des tuples du résultat de Q sur D, et ce que je veux montrer, c'est que ce tuple-là est aussi dans le résultat de l'évaluation de Q' sur D. Ça aura fini la démonstration que Q est inclus dans Q'. Donc comme T est dans le résultat de l'évaluation de Q sur D, il existe un mapping, une valuation des variables de la requête Q vers les constantes qui apparaissent dans la base de données D,
qui témoigne de ce fait, qui témoigne du fait que T est dans le résultat de Q sur D. Je l'appelle psi. Maintenant, si je regarde la composition de psi avec H, psi rond H, alors psi rond H, ça prend en entrée la même chose que ce que H prend en entrée, c'est-à-dire les variables de Q', et ça produit en sortie la même chose que ce que psi produit en sortie, c'est-à-dire des constantes de A. Donc psi rond H, c'est une fonction de x' union y' dans A, et si je regarde exactement ce que me calcule cette requête A, psi rond H, pardon, cette fonction psi rond H, du fait que H est un homomorphisme de Q' dans Q, psi rond H, en fait, me donne une preuve que T appartient au résultat de la requête Q' sur la base de données D. Donc en effet, psi rond H, si je l'évalue sur les variables de x', donc psi rond H de x', ça me donne psi de H de x'. H de x', je sais que ça envoie forcément sur x, donc c'est psi de x. Et psi de x, je sais que ça donne t, puisque c'est la définition de psi. Psi, c'est le témoin que t est dans le résultat de la requête Q sur la base de données D. Et pareil, si je regarde ce qui se passe en termes des faits du corps de la requête, eh bien psi rond h va envoyer chacun des atomes de la relation de la requête Q' vers un fait, un tuple de la base de données D. Donc ça, c'est une direction. Maintenant, regardons la deuxième la direction inverse. On veut montrer que si Q est inclus dans Q', alors il existe un homomorphisme, etc. Donc Q est inclus dans Q'. D'après le test d'homomorphisme, pour montrer qu'il existe un homomorphisme de Q' dans Q, il suffit de montrer que on a un tuple de valeurs données qui est dans la sortie de la requête Q' sur l'instance associée à la requête Q. Ok. Enfin, ici, les AX1, AXJ, ça correspond, c'est les constantes correspondant aux variables de la tête de la requête Q, donc les variables x1, xj. Alors, donc on veut montrer que AX1, AXJ appartient à Q' sur I de Q. Alors I de Q, c'est quoi? C'est l'instance qui a été construite à partir de Q. Donc par construction, par la manière dont I de Q a été construit, si j'évalue Q sur I de Q, si j'évalue une requête sur l'instance associée à cette requête, eh bien je vais trouver dans les résultats, en particulier, la tête de cette requête. C'est vraiment la manière dont l'instance associée à la requête a été construite. Donc je sais que AX1, AXJ appartient à Q de I de Q. Comme par ailleurs, on a fait l'hypothèse que Q était inclus dans Q', eh bien, on a directement que AX1, AXJ appartient à Q', pardon, c'est pas Q, c'est Q', je corrigerai les transparents un peu plus tard, Q' de I de Q. AX1, AXJ appartient à Q' de I de Q, ça veut dire exactement qu'il existe un homomorphisme de Q' dans Q, ce qui suffit pour conclure. Donc on a fini la preuve du théorème d'homomorphisme de Chandra et Merlin. Donc maintenant, on a une caractérisation de l'inclusion de requêtes en termes d'homomorphisme de requêtes conjonctives. Et on a vu par ailleurs qu'on avait le test d'homomorphisme qui nous donnait une manière de tester l'existence d'un homomorphisme en faisant de l'évaluation de requêtes. Donc en combinant les deux, on a une manière de tester l'inclusion de requêtes en faisant de l'évaluation de requêtes. Maintenant, je vais introduire la notion de requête minimale pour les requêtes conjonctives. Donc j'avais dit qu'on voulait avoir cette notion de minimalité qui disait la meilleure requête équivalente à une requête donnée, mais qu'on ne savait pas trop comment définir meilleure. Pour les requêtes conjonctives, il y a une bonne manière, il y a une manière simple de définir ce que c'est la meilleure requête équivalente à une requête donnée, en termes de minimalité, en termes du nombre minimum d'atomes. On va considérer qu'une requête est meilleure qu'une autre requête si elle a moins d'atomes, si le corps est plus petit. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on réfléchit aux traductions des requêtes conjonctives vers des requêtes de l'algèbre, quand on a n atomes dans une requête conjonctive,
en supposant que cette requête est connectée, on obtient dans la requête de l'algèbre correspondant n-1 jointure. Si la requête n'est pas connectée, ça fait des produits cartésiens, mais c'est le principe est le même. Et les jointures ou les produits cartésiens sont les opérations qui sont les plus coûteuses dans l'algèbre relationnelle. Donc, trouver une requête minimale, ça veut dire faire une optimisation globale de la requête, réussir à éliminer le plus de jointures possible. Quand on parlera d'optimisation de requête dans un cours ultérieur, d'optimisation classique de requête, un des buts, ça va aussi être de soit diminuer le nombre de jointures, soit faire en sorte que les jointures coûtent le moins possible en choisissant le bon algorithme de jointure ou en s'arrangeant pour que les arguments de la jointure soient les plus petits possibles. Donc ça va dans la même direction. Les jointures ou les produits cartésiens, c'est ce qu'il y a de plus coûteux comme opérateur de l'algèbre relationnelle. Donc là, on a une manière de minimiser ce coût en enlevant des jointures, en essayant de trouver des requêtes conjonctives qui ont le plus petit nombre possible d'atomes. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver une requête minimale? Eh bien, il y a un résultat qui est aussi dû à Chandra et Merlin dans le même article. Vous voyez que c'est un article assez fondateur, qui dit que si vous avez une requête conjonctive, et qu'on veut trouver une requête minimale équivalente à cette requête conjonctive, on peut l'obtenir en enlevant des atomes à la requête Q. Donc pour trouver une requête minimale équivalente à Q, on peut en trouver une en enlevant des atomes à Q. Donc c'est intéressant parce qu'on avait éventuellement comme espace de possibilités pour trouver des requêtes minimales toutes les requêtes possibles, plus petites que Q. Maintenant, on a une caractérisation, il suffit d'enlever des atomes à Q pour trouver une requête minimale. Éventuellement, si Q est déjà minimal, on n'enlève aucun atome évidemment. Alors, voyons voir, prenons n'importe quelle requête, Q seconde, qui est une requête minimale qui est équivalente à Q. Éventuellement, encore une fois, si Q est déjà minimal, Q seconde, ça peut être Q, mais peu importe. Donc je me donne n'importe quelle requête minimale qui est équivalente à Q, et on va voir que, en regardant cette requête, on va réussir à trouver une autre requête, Q', qui est aussi minimale, et qu'on peut obtenir à partir de Q, en enlevant des atomes. Alors comment on fait ça? Bon, on sait que Q est équivalent à Q seconde, par hypothèse. Donc, elle est équivalente, ça veut dire qu'il y a inclusion dans les deux sens. Et donc, par le théorème d'homomorphisme, on va pouvoir trouver des homomorphismes dans les deux sens. Comme Q seconde est inclus dans Q, on va pouvoir trouver un homomorphisme phi de Q dans Q seconde. Comme Q est inclus dans Q seconde, on va pouvoir trouver un homomorphisme psi de Q seconde dans Q. Alors, on va considérer la fonction h qui est la composition de psi et de phi, donc psi rond phi. Donc h, qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend des variables de Q, et qu'est-ce qu'elle produit en sortie? Elle produit aussi des variables de Q. Donc h, c'est une fonction des variables de Q vers les variables de Q. Et comme composition de deux homomorphismes, donc ça c'est un résultat très général mais c'est très facile à voir, la composition de deux homomorphismes est toujours un homomorphisme. Comme composition de deux homomorphismes, H est un homomorphisme de Q dans lui-même. Alors on va regarder l'ensemble des atomes de Q qui sont dans l'image de H en fait, qui sont image par H d'un atome de Q. Parce que H c'est un homomorphisme, mais peut-être que dans l'image de Q par H, on n'a pas tous les atomes de Q qui apparaissent. La seule condition d'un homomorphisme, c'est que pour n'importe quel atome de la requête initiale, il existe un atome de la requête finale qui est mappé par l'homomorphisme tel que l'atome de la requête initiale est mappé par l'homomorphisme vers cet atome de la requête finale. Mais il est tout à fait possible qu'un homomorphisme ne soit pas surjectif en termes du nombre d'atomes couverts. Donc on définit Q' comme l'ensemble des atomes de Q qui sont image par H d'un atome de Q. Et donc Q' c'est un ensemble d'atomes de Q, donc en fait c'est une sous-requête de Q'. Eh bien,
Si on regarde maintenant psi, psi c'est un homomorphisme de q seconde dans q. Mais en fait, comme on a pris pour q' l'ensemble des atomes de q qui sont images par h d'un atome de q, c'est-à-dire q' c'est l'ensemble des atomes de q qui sont images par psi d'un atome de q seconde. Donc psi va être un homomorphisme, pour être plus précis, de q seconde dans q'. Donc comme psi est un homomorphisme de q seconde dans q', on sait que le nombre d'atomes de q seconde est au moins égal, est supérieur ou égal, au nombre d'atomes de q'. Pourquoi? Parce qu'un homomorphisme va toujours envoyer un ensemble d'atomes vers un ensemble éventuellement plus petit d'atomes, puisque tout atome d'un ensemble initial, on l'envoie vers un atome de l'ensemble final, mais il peut y avoir éventuellement des fusions. Il peut y avoir plusieurs atomes de l'ensemble initial qui sont envoyés vers le même atome dans l'ensemble final. Donc le nombre d'atomes de la requête q seconde est nécessairement supérieur ou égal au nombre d'atomes de la requête q'. Or, q seconde, c'est une requête minimale. Q seconde est une requête minimale équivalente à q, et q' va être aussi une requête équivalente à q. Alors pourquoi est-ce que q' est une requête équivalente à q? Eh bien, pour montrer qu'une requête est équivalente à une autre requête, il faut montrer qu'il y a une inclusion dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un homomorphisme dans les deux sens. On a déjà trouvé un homomorphisme de q vers q', c'est h. Et ensuite, il y a un homomorphisme trivial de q' dans q, puisqu'il y a toujours un homomorphisme d'une sous-requête vers la même requête, en prenant juste l'identité. L'identité d'un homomorphisme de q' dans q. Donc q' et q sont équivalents. Q' est équivalent à q, q seconde est équivalent à q, et on sait par hypothèse que q seconde est minimal, donc un nombre d'atomes minimal. Donc ça veut dire que q' est également minimal. On peut pas, on a une requête équivalente qui a un nombre inférieur ou égal d'atomes à la requête q seconde qui est minimale. Donc en fait, elle a le même nombre d'atomes et elle est aussi minimale. Donc qu'est-ce que nous dit de cette procédure? Elle nous dit qu'il y a une manière d'obtenir une requête minimale équivalente à une requête qui consiste tout simplement en enlevant des atomes à la requête initiale. Alors évidemment, pas toutes les manières d'enlever des atomes à la requête initiale va conduire vers une requête équivalente, mais toutes les manières qui conduisent à une requête équivalente et telles qu'on ne peut plus ensuite en enlever vont produire une requête minimale. Maintenant, un deuxième résultat important, c'est que en fait cette requête minimale, elle est unique à renommage des variables des requêtes près. C'est-à-dire que si on a deux requêtes conjonctives qui sont équivalentes, alors il va exister un isomorphisme de la première requête vers la deuxième requête. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est que non seulement on a une manière de trouver une requête minimale équivalente à une requête donnée, mais en plus c'est essentiellement la somme à renommage des variables près. Alors comment est-ce qu'on montre ça? Si on a deux requêtes conjonctives minimales, alors il existe un isomorphisme de la première vers la deuxième. Donc supposons, on fait l'hypothèse qu'il existe deux requêtes conjonctives minimales qui sont équivalentes. Par le théorème de homomorphisme, les deux requêtes sont équivalentes, donc il y a des inclusions dans les deux sens, donc il y a des homomorphismes dans les deux sens. Il y a un homomorphisme phi de q dans q' et psi de q' dans q. Bien. Q et q' étant toutes les deux des requêtes minimales, il y a un homomorphisme de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Ça veut dire que tous les atomes de q', il y a autant d'atomes dans q que dans q', forcément, donc tous les atomes de q' sont images par phi d'un atome de q, c'est-à-dire que en termes d'atomes, phi est surjectif, envoie tous les atomes de q vers les atomes envoie les atomes de q vers tous les atomes de q', et réciproquement, tous les atomes de q sont images par psi d'un atome de q'. Maintenant, je vais considérer la requête H, qui est psi rond phi. Psi rond phi, ça va être un homomorphisme de Q vers lui-même. Alors, pour comprendre ça, H, c'est la composition de deux homomorphismes, donc composition de deux homomorphismes et d'un homomorphisme, et
phi prend en entrée des variables de Q, produit des variables de Q', psi prend en entrée des variables de Q', produit des variables de Q, donc H est effectivement un homomorphisme de Q vers lui-même. Et d'après l'observation précédente, tous les atomes de Q sont images par H d'un atome de Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a un homomorphisme de requête qui préserve en fait les atomes, c'est-à-dire que tous les atomes, on peut les retrouver. Bah, ça veut dire que l'homomorphisme, tout ce qu'il fait, c'est qu'il renomme les variables, mais en particulier, on ne peut pas perdre d'atomes et on ne peut pas perdre de variables non plus. Ça veut dire que toutes les variables de Q sont dans l'image de H. Et donc H est une fonction bijective. Et H est une fonction des variables de Q vers les variables de Q, qui est une fonction bijective. H-1, si on regarde ce qu'il fait, bah, il fait aussi, c'est aussi un homomorphisme, c'est juste un renommage des variables de Q qui préserve la requête. Donc H, c'est une fonction qui est bijective et qui est un homomorphisme, ça veut dire que c'est un isomorphisme de Q dans Q. On parle, quand on a un isomorphisme d'une structure vers elle-même, on parle d'automorphisme. H est un automorphisme de Q. Bon, donc on a trouvé un automorphisme de la requête Q. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, comme cette fonction H, cet homomorphisme H, il est bijectif, et qu'il a la composition de deux fonctions, on en déduit que la première fonction va être injective et la deuxième fonction va être surjective. Phi et psi maintenant, comme ils jouent des rôles analogues, on va en déduire que dans l'autre sens, psi est injective et phi est surjective, et en fait que les deux fonctions sont des fonctions bijectives. Donc on a réussi à montrer que phi était bijectif et que psi était bijectif. Maintenant, phi c'est un homomorphisme bijectif de Q dans Q'. On a presque fini, on va montrer qu'il existe un isomorphisme. Donc un homomorphisme bijectif, c'est déjà bien, il faut juste montrer que la réciproque, donc phi-1, est également un homomorphisme. C'est la définition d'isomorphisme. Phi-1, c'est quoi? On peut s'apercevoir que phi-1, c'est H-1 rond psi. H, c'est psi rond phi, donc H-1, c'est phi-1 rond psi-1. Et donc phi-1 rond psi-1 rond psi, c'est phi-1. Phi-1, c'est H-1 rond psi. Phi-1, c'est la composition de deux homomorphismes, H-1 et psi, donc c'est un homomorphisme. Et donc, là ça est marqué psi, mais ça devrait être marqué phi. Phi est un isomorphisme. Et la conclusion est aussi vraie pour psi, mais là ce que je voulais dire, c'est que phi est un isomorphisme. Et donc ça conclut la preuve de ce résultat d'unicité de la requête minimale. Si on a deux requêtes minimales conjonctives équivalentes, alors il existe un isomorphisme de l'une vers l'autre. Bon, mais maintenant ça nous donne un algorithme tout ça. Ça nous donne un algorithme pour minimiser une requête conjonctive. On peut appliquer la procédure suivante. Quand on a une requête conjonctive et qu'on veut trouver notre requête conjonctive plus petite qui est équivalent, on va prendre chaque atome de la requête et tester si, en enlevant cet atome, on tombe sur une requête équivalente ou non. Si on tombe sur une requête qui n'est pas équivalente, on abandonne, on passe à un autre atome. Mais si on tombe sur une requête qui est équivalente, eh bien, ça veut dire qu'il existe un homomorphisme en envoyant cet atome vers un autre atome de la requête. Enfin, donc ça, c'est un truc qu'on peut tester facilement, les présences d'un homomorphisme avec une évaluation de requête. Et donc, si on a trouvé un atome, quand on l'enlève, on continue d'avoir une requête équivalente, eh bien, on peut juste le supprimer et on recommence jusqu'à obtenir une requête minimale. Et on sait, grâce à ce résultat-là et ce résultat-là, que la requête qu'on obtient minimale au final, elle va être unique à isomorphisme près. Ok, maintenant regardons des aspects de complexité. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur la complexité de la minimisation de la requête? Et tout ça nous dit que en fait, les problèmes qui nous intéressent sont des problèmes qui sont NP complets ou co-NP complets. Étant donné des problèmes de décision qui nous intéressent. Étant donné deux requêtes conjonctives, déterminer si l'une est inclue dans l'autre, c'est NP complet. Étant donné deux requêtes conjonctives, déterminer si elles sont équivalentes, c'est NP complet. Et étant donné une requête conjonctive, déterminer si elle est non minimale, c'est NP complet. C'est-à-dire que, en fait, si je prends le problème inverse, étant donné une requête conjonctive, déterminer si elle est déjà minimale, ça, c'est co-NP complet.
Donc tous les problèmes qui nous intéressent sont NP complet. Alors on va parler un petit peu après de ce que ça veut dire, si c'est un problème qui soit NP complet, etc. Mais commençons par démontrer ce théorème, cette proposition. Alors on va commencer par énumérer les réductions faciles qu'il y a entre A, B et C, entre ces trois problèmes, ce qui va nous permettre de réduire l'espace des choses qu'on va devoir prouver. Alors, première observation, c'est qu'il existe une réduction en temps polynomial du problème de l'inclusion A vers le problème de l'équivalence B. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réduire en temps polynomial inclusion à équivalence, c'est-à-dire que si on se donne une instance du problème d'inclusion, comment est-ce qu'on fait pour la résoudre en utilisant le problème d'équivalence? Eh bien, c'est juste l'observation qu'une requête Q est incluse dans une requête Q', si et seulement si on a l'équivalence entre Q et Q'. Alors pourquoi c'est vrai? C'est facile de s'en rendre compte. Q, c'est une sous-requête de Q et Q', et j'ai déjà dit tout à l'heure qu'on a toujours une inclusion dans un sens. En fait, l'inclusion, c'est on a toujours une inclusion d'une requête vers une requête plus petite, une sous-requête. Donc Q et Q' est toujours inclus vers Q, juste parce que Q et Q' est une requête qui a plus d'atomes que Q. Donc dans ce sens-là, c'est facile, c'est immédiat. Et puis maintenant, il y a l'autre sens. Pourquoi est-ce que on a Q qui va être inclus dans Q et Q'? Si on a Q qui est inclus dans Q', alors évidemment Q est inclus dans Q et Q', et on peut voir de manière analogue que si Q est inclus dans Q et Q', alors ça va impliquer que Q est inclus dans Q'. Ok, donc on a une première réduction en temps polynomial de A vers B. Maintenant on a aussi une réduction en temps polynomial de B vers A, dans l'autre sens. En effet, pour réduire l'équivalence à l'inclusion, donc pour pouvoir résoudre le problème d'équivalence juste avec l'inclusion, alors il y a une observation facile qu'il suffit de faire 2 tests d'inclusion pour faire un test d'équivalence. On aimerait bien le faire avec une réduction au sens de Karp, c'est-à-dire qu'on a une réduction polynomiale qui prend une instance du problème d'inclusion, de problème d'équivalence, pardon, et qui la transforme en une instance du problème d'inclusion. On peut le faire aussi, parce qu'en fait pour tester simultanément que Q est inclus dans Q' et Q' est inclus dans Q, c'est-à-dire que Q est équivalent à Q', on peut le faire avec un seul test, en testant si Q et Q' bar est inclus dans Q' et Q bar, ou Q bar et Q' bar, c'est juste des variantes de Q et Q', où on a juste renommé les variables en de nouvelles variables, des variables fraîches qui apparaissent pas dans Q et Q'. Et donc en faisant ça, en fait, ça nous permet de tester simultanément que Q est inclus dans Q', et aussi que Q' bar est inclus dans Q bar, c'est-à-dire que Q' est inclus dans Q. Donc on a des réductions polynomiales de A vers B et de B vers A. Alors pour C, le test de non-minimalité, là on peut juste dire que pour tester si une requête est non minimale, il faut faire un certain nombre de tests d'équivalence ou d'inclusion, peu importe, et le nombre de tests d'inclusion ou d'équivalence à faire, c'est le nombre d'atomes de la requête. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, il va suffire de montrer que le problème A est dans NP. Si on a montré que le problème A était dans NP, comme il y a une réduction polynomiale de B vers A, ça aura montré que le problème B aussi est dans NP, sachant qu'on peut résoudre le problème A en temps NP, on va pouvoir résoudre le problème B en temps NP. Et puis en utilisant ce qu'on sait sur le problème C, que pour résoudre le problème C, il suffit d'appliquer Q fois la résolution du problème B, ça va aussi nous dire que le problème C est dans NP. Et puis ensuite, en termes de NP difficulté, donc il suffit de montrer un seul résultat d'appartenance, et il faut montrer 2 résultats de NP difficulté, et les 2 résultats qu'il faut montrer, c'est A et C, c'est pas A et B comme j'ai indiqué ici, c'est une erreur, je corrigerai également, donc c'est A et C. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer exactement? On doit montrer que A est NP difficile. Comme il y a une réduction de A vers B, ça montrera immédiatement que B est NP difficile. Et puis on veut montrer aussi que C est NP difficile, mais ça il faut le montrer indépendamment, on n'a pas de réduction immédiate qui nous permet de conclure. Ok, donc on a 3 choses à montrer.
On veut montrer que l'inclusion est dans NP, on veut montrer que l'inclusion est NP difficile, et on veut montrer que la non-minimalité est NP difficile. Encore une fois, ce B est une erreur, ça devrait être un C. Inclusion dans NP. Comment est-ce qu'on prouve ça? Comment est-ce qu'on montre que tester si deux requêtes sont incluses l'une dans l'autre, c'est un problème qui est résolvable en temps polynomial par une machine de Turing non déterministe? Je me donne deux requêtes Q et Q', et pour déterminer si Q est inclus dans Q', je vais faire un guess, je vais faire une proposition, je vais deviner de manière non déterministe une fonction des variables de Q' vers Q. Et donc ça, cette proposition, c'est quelque chose qui c'est un certificat de taille polynomiale en la taille de Q et de Q'. Donc là, j'ai une fonction arbitraire des variables de Q' vers Q, et puis je vais vérifier en temps polynomial que cette fonction, c'est bien un homomorphisme, c'est-à-dire qu'elle vérifie toutes les conditions de l'homomorphisme, mais ça se vérifie très facilement en temps polynomial. Je vérifie qu'elle envoie bien les variables de tête vers les variables de tête, et que chaque atome du corps est envoyé vers un atome du corps. C'est très simple à vérifier. Et donc, après que j'ai vérifié que c'est un homomorphisme, je sais qu'il existe un homomorphisme de Q' vers Q, et donc que Q est inclus dans Q' par le théorème de homomorphisme. Et donc si ma vérification donne vrai, alors j'accepte. Sinon je rejette. Et donc ça, c'est un algorithme non déterministe. S'il existe une exécution de cet algorithme qui renvoie oui, qui accepte, alors ça veut dire que Q est inclus dans Q'. Et si toutes les exécutions renvoient faux, alors ça veut dire que Q n'est pas inclus dans Q', c'est bien un algorithme NP, c'est un algorithme non déterministe en temps polynomial pour tester l'inclusion. Et donc comme on vient de le dire, l'inclusion est dans NP, et on en conclut avec les réductions qu'on a que l'équivalence est dans NP également, et que la non-minimalité est dans NP également. Maintenant, on veut montrer que l'inclusion et la non-minimalité sont des problèmes qui sont NP difficiles. On va réduire depuis le problème de 3 coloriabilités d'un graphe. Donc savoir si un graphe est 3 coloriable. Un graphe peut être colorié en 3 couleurs de sorte que toute arête est entre deux sommets de couleurs différentes. C'est un problème qui est NP difficile. Donc c'est un problème qui est NP difficile dans le cas général, mais c'est aussi NP difficile de manière assez évidente dans le cas où le graphe est connexe. Donc on se donne un graphe non orienté connexe, donc avec un ensemble de nœuds n et un ensemble d'arêtes e, et j'appelle les nœuds du graphe x1, xn. On va construire une requête booléenne, c'est-à-dire une requête qui renvoie vrai-faux, qui ne renvoie pas de valeur, avec une tête, un ensemble de variables de tête qui est vide. On construit une requête booléenne dont le domaine actif c'est l'ensemble des nœuds du graphe plus 3 constantes supplémentaires. R, V, B, en fait R ça veut dire rouge, V ça veut dire vert et B ça veut dire bleu, elles vont coder des couleurs, ces constantes. Et cette requête booléenne, elle va avoir un certain nombre d'atomes évidemment, c'est une requête conjonctive booléenne, et donc les atomes vont être les suivants. Pour chaque arête du graphe, je vais avoir un atome de la forme E de XY, pour une arête XY dans le graphe, peu importe la direction, c'est pas important. Pour chaque nœud du graphe XI, je vais avoir un atome NI de XI, donc avec un symbole de relation différent NI pour chaque nœud du graphe. Pour les 3 couleurs RVB, je vais avoir des atomes grand R de R, grand V de V, grand B de B. Je vais avoir des atomes E entre toutes les couleurs qui sont différentes, donc E de RV, E de VR, E de RB, E de BR, E de BV, E de VB. Et puis je vais avoir des atomes NI pour tous les I, entre 1 et N, pour les 3 couleurs, pour les 3 constantes de couleurs, R, V et B. Alors, eh bien, avec cette réduction-là, on peut montrer que on a inclusion de la requête QG moins un atome, qui est l'atome N1 de X1, dans Q, si et seulement si G est 3 coloriable. Et on a aussi QG est non minimal, si et seulement si G est 3 coloriable. Et donc cette requête booléenne sert à construire une réduction du problème de 3 coloriabilité vers le problème d'inclusion de requête ou vers le problème de non-minimalité, ça marche pour les deux. C'est une réduction qui est en temps polynomial, la construction qu'on fait, elle est en temps polynomial,
Et donc, ça prouve la NP difficulté de ces deux problèmes d'inclusion et de non-minimalité. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai le fait que... on va commencer par regarder pourquoi est-ce que c'est vrai que QG moins N1 de X1 est inclus dans QG si et seulement si G est 3 coloriable. Bien, regardons ce qui se passe si G est 3 coloriable, déjà. Si G est 3 coloriable, ça veut dire qu'il y a un coloriage du graphe. Et ce coloriage du graphe, il associe à chaque nœud du graphe une couleur rouge, vert ou bleu. Eh bien, je vais, à partir de ce coloriage, construire un homomorphisme qui va montrer que QG moins N1 de X1 est inclus dans QG. Cet homomorphisme, il va envoyer tous les nœuds, il va envoyer toutes les variables de type XI de QG, il va les envoyer vers la couleur correspondante par le coloriage. Et les variables R, V et B, il ne va pas y toucher, il va les laisser en des variables R, V et B. Pourquoi ça, c'est un homomorphisme de QG vers QG moins N1 de X1? Eh bien, on va regarder tous les faits de QG. E de XY, il va se transformer en des E de RV, E de VR, E de RB, EBR, EBV ou EVB. Parce que le graphe est 3 coloriable, on ne va jamais avoir des choses comme E de RR ou E de VV. Les NI de XI vont se transformer en des NI de R, des NI de V, des NI de B, mais on les a tous, donc très bien. Et puis les atomes dans la requête QG qui n'utilisaient que les constantes RVB, eux, ils vont pas être touchés. Donc tous les faits de la requête vont être préservés comme ceci. Dans l'autre sens, si on a inclusion de QG moins N1 de X1 dans QG, pourquoi est-ce que le graphe est 3 coloriable? Eh bien, c'est pas très compliqué à voir aussi. Si on a cette inclusion, ça veut dire qu'il existe un homomorphisme de QG vers QG moins N1 de X1. Cet homomorphisme, on va regarder vers quoi il peut envoyer X1. X1, il ne peut être envoyé que vers R, V ou B. Pourquoi? Parce qu'on a le fait N1 de X1 qui va être envoyé vers N1 de quelque chose. Et les seuls N1 de quelque chose qu'on a dans la requête de gauche, c'est N1 de R, N1 de V et N1 de B. Donc X1 est envoyé vers une des trois couleurs. Mais ensuite, si on regarde les arêtes, tous les sommets qui sont connectés à X1 par une arête, ils vont aussi être envoyés vers une couleur. Parce que dans QG moins N1X1, les arêtes, les relations E qui existent, c'est soit entre deux choses qui sont des NI, N1, des XI, pardon, mais X1 il est envoyé vers RVB, donc il n'est pas mappé là-dessus, soit entre une couleur et une autre couleur. Bah, donc forcément, X2, si X2 est connecté à X1, il va être envoyé vers une autre couleur. Et une couleur dont on sait qu'elle n'est pas une couleur, la même couleur que X1. Et comme le graphe est connexe, on peut de manière répétitive voir ce qui se passe. Et en fait, toutes les variables de type XI vont être envoyées vers R, V ou B. Et donc ça va nous donner un coloriage. Et le fait qu'on a un homomorphisme va nous dire que ce coloriage est vraiment un coloriage du graphe. On ne va jamais avoir une arête entre deux nœuds qui ont la même couleur. Donc ça montre que l'inclusion et la 3 coloriabilité, c'est équivalent. On peut voir très rapidement que la non-minimalité donc on a une implication dans un sens. Si on a QG moins N1 de X1 qui est inclus dans QG, alors ça implique que QG est non minimal, évidemment. Et puis dans l'autre sens, si QG est non minimal, pourquoi est-ce que le graphe est 3 coloriable? Ça se montre, vous pouvez faire ça en exercice. On va à nouveau utiliser la propriété de connexité du graphe pour montrer qu'en fait, dans la requête, donc la requête est non minimale, on va prendre une sous-requête de la requête qui est minimale. On a enlevé un certain nombre d'atomes. Quels atomes on peut avoir enlevé? On ne peut pas avoir enlevé les atomes R de R, V de V, B de B, parce que si on les enlevait, on n'aurait pas de manière d'avoir l'équivalence, puisque c'est les seuls atomes qui impliquent ces symboles de relation RVB. Et donc du coup, par extension, on va pouvoir montrer que forcément,
l'homomorphisme qui traduit l'équivalence, il va envoyer les couleurs vers les mêmes couleurs, elles vont pas être changées par l'homomorphisme. Et donc en fait, en continuant, en déroulant comme ça l'argument, on va montrer à nouveau que tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer des variables de type xi vers des couleurs, et par le même argument que je viens de faire pour l'inclusion, on va voir que on obtient la coloriabilité. Ok, donc on a montré ce résultat-là, qui est qu'on a trois problèmes qui sont NP complets: l'inclusion de requêtes, l'équivalence de requêtes et la non-minimalité. Alors, NP complet, ça paraît un résultat négatif, et effectivement, ce serait plus, on aurait plus de chances d'utiliser tous ces résultats si on avait une complexité plus faible. Mais cela dit, il faut voir que c'est des résultats qui sont en termes de la taille des requêtes. C'est NP difficile en les requêtes. Et les requêtes, comparées à la taille des données d'une base de données, c'est beaucoup plus petit en général. Et souvent, pas toujours, mais souvent, les requêtes peuvent être suffisamment petites pour qu'un algorithme exponentiel, qui est ce qu'on a quand on a un problème qui est NP difficile, ne soit pas un problème. Donc par exemple, si vous avez une requête qui a une dizaine de variables, par exemple, on peut se permettre d'avoir un algorithme exponentiel en cette dizaine de variables, c'est pas très méchant, et on peut se permettre de faire la minimisation dans ce cas-là. Alors, un mot sur la sémantique multi-ensembliste. Donc, je vous ai dit en commençant que tout ce dont j'ai parlé était en sémantique ensembliste. Qu'est-ce qui se passe en sémantique multi-ensembliste? On peut se poser la même question. Que devient l'inclusion de requêtes? Quels sont les résultats de complexité sur l'inclusion de requêtes en sémantique multi-ensembliste? Alors, il faut faire un tout petit peu attention à la manière dont on définit l'inclusion de requêtes en sémantique multi-ensembliste, parce qu'on a des multi-ensembles, donc ça veut juste dire qu'il faut parler d'inclusion de multi-ensembles, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de fois où un fait apparaît à gauche et à droite, et on veut qu'il apparaît plus à droite qu'à gauche pour dire qu'on a une inclusion. Alors, en sémantique multi-ensembliste, on a un phénomène qui est assez spécial, c'est que deux requêtes sont équivalentes si et seulement si elles sont isomorphes. En sémantique ensembliste, ce n'est pas du tout le cas. On peut avoir des requêtes qui sont équivalentes et qui ne sont pas du tout isomorphes, dans lesquelles il y a des atomes en plus, etc. En sémantique multi-ensembliste, c'est pas possible. Et intuitivement, ça vient du fait que deux requêtes similaires mais qui ne sont pas isomorphes, peut-être qu'elles vont produire à peu près les mêmes résultats, mais avec un nombre différent de résultats. Et donc ça va faire une différence en sémantique multi-ensembliste, alors que ça ne faisait pas de différence en sémantique ensembliste. Donc ça c'est une première observation, donc c'est quelque chose qui est très différent de la situation de sémantique ensembliste. Et puis la deuxième observation, c'est que en termes de complexité, en fait on ne sait pas. On ne connaît pas la complexité de l'inclusion de requêtes en sémantique multi-ensembliste. C'est un problème très très élémentaire, on peut le définir très facilement, et on ne sait pas le résoudre. On ne sait pas quelle est la complexité. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pi de p difficile. Pi de p difficile, c'est plus difficile que NP difficile, c'est un niveau supérieur dans la hiérarchie de complexité polynomiale. Mais on ne connaît pas de bande supérieure. Donc on ne sait même pas si c'est un problème décidable en fait. On n'a même pas de preuve de décidabilité de ce problème-là. Donc si vous cherchez un sujet de recherche compliqué, mais qui vous ouvrira plein de portes, résolvez ce problème-là par exemple. Les gens seront très contents d'avoir une solution à ce problème. Bon, alors en pratique, dans la SGBD, tout ce dont j'ai parlé, d'analyse statique, de minimalité de requêtes, de minimisation, de procédure de minimisation, est-ce que c'est implémenté? En fait, non. L'algorithme de minimisation qui existe, que je vous ai présenté, qui est pas très compliqué à décrire, il n'est pas implémenté dans la SGBD pour pas mal de raisons, certaines bonnes raisons, certaines moins bonnes raisons. Alors d'une part, il y a le fait que la plupart des requêtes, elles ne sont pas des select distincts, et donc elles ont une sémantique multi-ensembliste, et pour la sémantique multi-ensembliste, on n'a pas d'algorithme, puisqu'on ne sait même pas si c'est un problème décidable. Donc ça, c'est une première remarque. Pour toutes les requêtes qui ne sont pas des select distincts, on ne va pas pouvoir directement utiliser les tests de minimalité, l'algorithme de minimisation. Deuxième remarque, c'est que l'algorithme de minimisation, il est exponentiel. On a dit que ce n'était pas forcément un très gros problème, mais sur de grosses requêtes, ça va être un problème.
Troisième problème, l'algorithme de minimisation, il marche que pour les requêtes conjonctives, donc il marche pas quand il y a la négation, l'agrégation, l'union, bon, voilà. Donc tout ça, c'est des bonnes raisons. Mais il y a aussi, on pourrait se dire, bon, bah d'accord, mais pour les requêtes qui sont select distinct, où il n'y a pas de négation, il n'y a pas d'agrégation, il n'y a pas d'union, il y en a, hein, ça existe, ce genre de requêtes. Il y a des fois, on n'a même pas besoin du mot-clé distinct si on a des contraintes de clés qui nous garantissent que le résultat va être unique, on n'a même pas besoin de mettre le mot-clé distinct. Et il y a plein de cas où les requêtes sont suffisamment petites pour qu'on puisse, de manière très raisonnable, appliquer l'algorithme de minimisation. Pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est peut-être une un peu moins bonne raison, c'est que les systèmes de gestion de base de données classiques, SQL classiques, sont des systèmes qui sont extrêmement conservateurs dans leur approche de l'optimisation de requêtes. Essentiellement, ils ne veulent rien casser. Donc ils ont peur que, en ajoutant une procédure de minimisation comme celle-là, même si ça devrait, dans la plupart des cas, améliorer l'exécution de requêtes, il est possible qu'il y ait des effets de bord un peu bizarres, que dans certains cas, on a minimisé le nombre de jointures et du coup, on réussit moins bien à trouver un bon ordre de jointure. On parlera des ordres de jointure quand on parlera de l'optimisation de requêtes. Et donc peut-être que dans certains cas très particuliers, on aurait quelque chose qui serait un peu moins efficace à cause de ça. Et ça, ils veulent absolument l'éviter. Quand on a des requêtes qui sont déjà efficaces, ils veulent éviter d'y toucher pour qu'elles deviennent moins efficaces. Donc il y a vraiment beaucoup de conservatisme dans le monde des SGBD relationnels et ça explique en partie pourquoi l'algorithme de minimisation n'est pas implémenté. Donc à la place, ce que le font les systèmes de gestion de base de données, c'est qu'ils utilisent des optimisations locales, pas globales, et sur les plans d'exécution, pas sur la requête, la requête initiale. Et ces optimisations, elles sont basées sur des statistiques sur la base de données, et donc ça on en parlera sur le cours sur l'optimisation de requêtes. Donc ça, c'est un exemple assez frappant du fossé qu'il y a entre la théorie des bases de données d'une part, sur lequel il y a eu pas mal de recherches sur ces aspects de minimisation, d'analyse statique, etc., avec des beaux résultats, des résultats intéressants, des caractérisations intéressantes, et puis d'autre part, l'implémentation qu'il y a dans les systèmes de bases de données qui veulent supporter des langages de programmation de langages de requêtes plus riches, et qui sont très conservateurs dans la manière dont ils implémentent les optimisations. Bien, alors, avant de conclure, on va parler un petit peu de ce qui se passe pour l'algèbre relationnelle dans son ensemble, donc pour le calcul relationnel, puisqu'on a une perspective logique là sur l'analyse de requêtes, mais c'est la même chose que l'algèbre relationnelle en termes de pouvoir d'expression. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'inclusion de requêtes, l'équivalence de requêtes, peut-être la minimalité, etc. Alors, une première observation qu'on va utiliser pour dire des choses sur l'inclusion de requêtes, c'est la suivante. C'est une observation sur la satisfiabilité d'une requête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une requête est satisfiable? On dit qu'une requête est satisfiable. C'est une requête booléenne, forcément une requête qui renvoie vrai-faux. Elle est satisfiable s'il existe une base de données, et les bases de données qu'on considère sont toujours des bases de données finies. Je vous rappelle, une base de données, pour nous, c'est toujours une base de données finie. S'il existe une base de données telle que, sur cette base de données, la requête renvoie vrai. Je l'ai marqué comme D satisfait Q, on peut aussi le marquer comme Q de D égale vrai. Donc une requête est satisfiable s'il existe une base de données qui la rend vraie. Les requêtes les requêtes conjonctives sont toujours satisfiables. Un exemple de base de données qui les rend vraies, c'est la base de données canonique associée à la requête, celle qu'on a définie tout à l'heure. En revanche, une requête arbitraire de la logique du premier ordre, elle n'est pas forcément satisfiable. Par exemple, je peux écrire la requête « il existe x tel que R de x et non R de x ». Ça, c'est une requête qui ne sera jamais vraie. On ne peut pas avoir à la fois R de x et non R de x. Donc ça, c'est une requête qui est non satisfiable. Donc on peut se poser des questions de la satisfiabilité d'une requête. C'est quoi la complexité de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération-là, qui a l'air assez une opération assez élémentaire? En fait, il y a un résultat dû à Stratton-Broad dans les années 60 qui dit que la satisfiabilité du calcul relationnel, donc de l'algèbre relationnelle si on veut, pour les bases de données finies, mais non, on est toujours en cas de bases de données finies, est une question qui est indécidable. Il n'existe pas d'algorithme qui permet de déterminer, quelle que soit sa complexité, qui permet de déterminer si une requête est satisfiable. Alors on ne va pas le démontrer. C'est un résultat assez technique, mais vous avez une démonstration de ce résultat dans le livre de cours de le Foundation of Databases de Abitbul Hull Vianou. C'est la partie 6.3 qui se base sur le problème de correspondance de poste, qui est un problème indécidable. Je veux juste faire une remarque ici, c'est que ce résultat-là,
on a l'impression qu'il est très similaire à un autre résultat qui serait la satisfaisabilité de la logique du premier ordre est indécidable. C'est aussi un résultat qui est vrai. La logique du premier ordre, c'est un formalisme logique dont la satisfaisabilité est indécidable. Mais c'est un résultat très différent en fait. Le résultat que je viens d'énoncer n'est pas du tout le même. Ce résultat ici qu'on utilise, c'est un résultat dans le cadre fini, où on impose que les modèles des formules logiques, les bases de données soient finies, alors que le résultat sur la satisfaisabilité de la logique du premier ordre, c'est un résultat qui parle de modèles abstraits, et en logique mathématique, un modèle, ça peut être quelque chose qui a une infinité d'éléments. Pourquoi est-ce que la logique du premier ordre est insatisfiable? C'est une conséquence, par exemple, de l'insatisfiabilité du problème de l'arrêt. C'est pas très compliqué de coder dans une logique du premier ordre ce qu'exprime le problème de l'arrêt. Et donc ça vous donnera une formule logique qui va être insatisfiable. Mais c'est un résultat, encore une fois, très différent. Dans la partie TD du cours, vous verrez une illustration de la différence de ces résultats. Bien, alors on a parlé de la satisfiabilité, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était l'inclusion ou l'équivalence de requêtes, ou éventuellement des notions de minimalité, si on arrivait à les définir. La mauvaise nouvelle, c'est que en utilisant le résultat d'indécidabilité de la satisfiabilité, on va pouvoir montrer que l'inclusion et l'équivalence de requêtes du calcul rationnel sont des choses qui sont indécidables et qui sont co-récursivement énumérables. Donc indécidable, ça veut dire qu'il n'existe pas d'algorithme qui permet de décider si deux requêtes sont incluses l'une dans l'autre, pour des requêtes du calcul rationnel, ou équivalent l'une de l'autre. Co-récursivement énumérable, ça veut dire que même s'il n'existe pas d'algorithme, il existe un algorithme qui énumère les contre-exemples. C'est-à-dire que si deux requêtes sont... alors, une autre manière de dire ça, si deux requêtes ne sont pas incluses l'une dans l'autre, si Q n'est pas inclus dans Q', il existe un algorithme qui va, au bout d'un certain temps, conclure « ces deux requêtes ne sont pas incluses l'une dans l'autre ». En revanche, si les deux requêtes avaient été incluses l'une dans l'autre, cet algorithme ne terminerait jamais. Donc c'est ça que veut dire co-récursivement énumérable. Alors comment est-ce qu'on démontre ça? On a déjà vu des réductions en temps polynomial entre inclusion et équivalence dans les deux sens, et donc en fait on peut les utiliser pour dire que si on a une réduction d'indécidabilité ou de co-récursive énuméralité pour l'une des deux, ça nous donne le résultat pour l'autre en utilisant une des réductions dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais juste parler du coup de l'inclusion, puisque les résultats sur l'équivalence vont être une conséquence des résultats sur l'inclusion et des réductions qu'il y a entre inclusion et équivalence dans les deux sens. Alors pourquoi est-ce que l'inclusion est indécidable? Eh bien on réduit depuis le problème d'insatisfiabilité. Donc je me donne une instance du problème d'insatisfiabilité et je construis une instance du problème d'inclusion. Ça c'est facile. Une requête Q est insatisfiable si et seulement si Q est inclus dans une requête qui ne renvoie jamais de résultat. Par exemple, une requête comme celle dont je vous ai parlé avant, il existe XY tel que R de XY et non R de XY. C'est une requête qui renvoie toujours faux, qui est toujours fausse, elle ne renvoie jamais de résultat. Et donc Q est insatisfiable si et seulement si Q est inclus dans cette requête bottom, parce que ça veut dire qu'il n'existe aucune base de données dans laquelle Q est vrai. Et puis la co-récursive énumérabilité, comment est-ce qu'on la démontre? On va énumérer l'ensemble des bases de données possibles. L'ensemble des bases de données possibles, c'est un ensemble qui est fini. Chaque base de données... c'est un ensemble infini, mais c'est un ensemble infini dénombrable. Chaque base de données, c'est un objet fini. Et donc on peut énumérer, je commence par énumérer toutes les bases de données qui ont un seul tuple avec ce schéma-là, puis j'énumère les bases de données avec 2 tuples, avec 3 tuples, puis avec 4 tuples. Il faut que j'énumère aussi en fonction de la taille du schéma, avec une seule relation, 2 relations, une relation qui est unaire, binaire, ternaire, etc. Mais je peux construire une procédure d'énumération qui énumère toutes les bases de données possibles et imaginables. Et si on en trouve une, et pour chaque base de données, j'évalue la requête. Et là, l'évaluation de requête, vous avez vu dans le cours sur la complexité de l'évaluation des requêtes, que évaluer une requête, ça se fait en
La complexité du problème d'évaluation de requête, c'est p-space en complexité combinée, mais ça se fait. Et si on en trouve une telle que le résultat de la requête n'est pas inclus, eh bien ça nous donne une preuve que la requête n'est pas incluse, les deux requêtes ne sont pas incluses les unes dans les autres. Donc du coup, ça veut dire que la non-inclusion, c'est quelque chose qui est récursivement énumérable, et donc ça veut dire qu'en inversant, l'inclusion, c'est co-récursivement énumérable. Voilà, donc on a terminé ce dont je voulais parler sur l'analyse statique de requêtes. Alors je vous renvoie à quelques références importantes. L'article historique sur les théorèmes d'homomorphisme pour les requêtes conjonctives, vous avez vu qu'il a montré plein de choses qui sont des choses utiles sur la minimisation de requêtes. Donc c'est un article de Chandra et Merlin de 1977. Il y a ce problème ouvert qui est le problème dû à Chaudhuri et enfin qui n'est pas dû, sur lequel ont avancé Chaudhuri et Vardy mais sans conclure. Et donc si jamais vous voulez travailler sur ce problème-là, il faut aller voir le papier de Chaudhuri et Vardy de 1993. Et puis ce dont j'ai parlé, c'est globalement couvert dans le chapitre 6 du livre de référence de ce cours, qui est le livre Foundation of Databases de Habibul Holvianou. Voilà, je passe juste rapidement sur la bibliographie. Donc le livre de référence en théorie des bases de données, le papier de Chandra et Merlin, le papier de Chaudhuri et Vardy sur l'optimisation de requêtes conjonctives dans le cas multi-ensembliste, et puis ça c'est le résultat de Tratenbrot sur l'indécidabilité de la satisfiabilité du calcul relationnel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain cours de base de données aura lieu normalement dans 3 semaines. Il y a 2 semaines d'interruption pour des vacances a priori. À bientôt et bon confinement. J'espère que tout va bien pour vous.